Raphaël Jérusalemi est avec nous. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien et nous aurons besoin de vos lumières, Raphaël Jérusalemi, puisqu'on va voir ce qui est le service letton de renseignement. Puisque, comme on le disait, il y a cette poussée de l'Est. Alors, il y a la version des Sukhoi 35. Il y a la version plus cachée, guerre souterraine, des espions. Le service letton de renseignement fournit des conseils pour identifier les espions et saboteurs russes potentiels. Vêtements paramilitaires, sportifs, touristiques, combinés à des éléments d'équipement spéciaux, sacs à dos, harnais, sacs médicaux spécialisés, éléments vestimentaires uniformes, coiffure courte, apparence négligée, hygiène insuffisante, carrure athlétique, possession de documents d'un État agressif ou de devises étrangères. Il y a quelque chose là qui paraît un peu caricatural. Un peu caricatural, voilà. Regardez l'élégance du Quai d'Orsay qui dit c'est un peu caricatural. Ça a l'air même un peu débile pour dire les choses plus directement. Raphaël Jérusalemi, est-ce que ça a un sens ? On ne va pas être espion russe. Ça veut dire qu'en fin de compte, il suffit d'acheter le manuel pour ne pas se faire piéger. C'est un espion russe par le renseignement letton. Alors, il est évident que ce qui est décrit ici ne correspond pas à un espion, mais d'après ce que j'ai vu dans ce manuel, on parle surtout des saboteurs. Et là ça pourrait être un peu moins caricatural ou amusant, c'est-à-dire effectivement quelqu'un qui se rend en terre étrangère pour commettre un sabotage peut se trahir par la façon dont il est hébergé, par le transport du matériel dont il a besoin pour commettre son sabotage, par les repérages qu'il serait obligé de faire. Donc là, peut-être dans le cas des saboteurs, bien que jusqu'à présent, on ait accusé beaucoup la Russie de pas mal de tentatives d'élimination de personnes, de sabotage même très importants, comme les câbles sous-marins de la mer Baltique. On n'a aucune preuve jusqu'à présent. Autre chose que je me demande, peut-être pas en tant que quelqu'un de Lettonie, mais en tant que quelqu'un de France ou d'ailleurs, vous sauriez-vous faire la différence entre un Ukrainien et un Russe, par exemple, dans la rue ? C'est un petit peu difficile, surtout que beaucoup d'Ukrainiens sont d'origine russe. Donc il y a aussi un peu le bas qui blesse. Non. Moi, je reconnais. Je pense. Ah bon ? Ah oui. À propos de l'espionnage, il faut toujours se... Alors on a un petit problème de son, on vous entend pas très bien, on va peut-être remettre la liaison, voir si ça fonctionne. Pendant ce temps-là, écoutez comment les armées françaises insistent sur cette dimension d'espionnage comme une menace majeure à laquelle elles se préparent. Regardez. Ceci est un message adressé aux cybercombattants de l'armée française. Et maintenant, sur terre, en mer, dans les airs, nous allons vous affronter. Aucun système d'information, aucun système d'armes ne nous résistera. Êtes-vous vraiment prêt à ce qui vous attend ? Et je vous pose la même question que tout à l'heure, Général Richoux, par rapport à l'époque où vous étiez sur le front, quasi, sur la ligne du rideau de fer. Est-ce que ça s'est durci de ce point de vue-là aussi ? Ça s'est durci parce qu'il n'y avait pas de cyber, il y avait du brouillage, il y avait de l'espionnage traditionnel. C'était façon encore Deuxième Guerre mondiale, j'allais dire. Donc extrêmement, on savait que les représentations diplomatiques, même à Berlin, on savait que, je discutais avec les gars du GRU, je savais qui ils étaient, ils savaient qui j'étais, etc. Mais aujourd'hui, la vraie différence, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la cyber, je veux dire les champs, l'espionnage a investi un champ qui n'existait pas. La notion de guerre hybride n'existait pas au niveau où elle est aujourd'hui. Donc effectivement, ne serait-ce que toute la menace cyber, c'est quelque chose qui change tout. À l'époque, on avait les téléphones en dur, à la limite, on pouvait être brouillé quand on avait une radio, mais on n'était pas capable d'arrêter une centrale nucléaire ou de rançonner, par exemple, un hôpital. Raphaël Jérusalemi parlait des saboteurs, et effectivement, c'est ce qui semble le plus être souligné ici. Il parle de ce manuel letton parle des groupes qui séjournent dans des zones reculées, près des forêts et des plans d'eau. Même si leurs vêtements et leurs équipements ne suggèrent pas d'activité de loisirs, ils sont hébergés dans des bâtiments abandonnés, des clairières forestières ou chez des personnes solitaires ou socialement marginalisées. Alors, tout ça fait très... Alors, on parle des forêts plutôt du golfe de Finlande, autour du golfe de Finlande, évidemment, que la forêt de Fontainebleau, disons. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Russes sont en train d'utiliser des personnes de pays tiers pour faire des opérations de sabotage, soit des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, soit des personnes qui, pour des raisons idéologiques, seraient motivées pour les aider. Et quand on parle de sabotage, ça peut être des attaques... alors, sur les câbles sous-marins, non, ils seraient plutôt habillés autrement, mais ça peut être des attaques sur des centrales électriques, ça peut être
poser des explosifs, comme on a vu par exemple dans les hangars de DHL et d'autres hangars au Royaume-Uni, par exemple. Et donc là, ce sont des saboteurs, ce ne sont pas des personnes qui vont espionner et collecter des données. Donc il y a quand même une différence importante à avoir. Par rapport à l'idée d'avoir des Ukrainiens, ce qu'on a vu ces derniers jours en Pologne, c'est qu'un Ukrainien russophone a été arrêté, c'est un Ukrainien pro-russe qui avait été engagé par les Russes pour commettre des actes de sabotage en Pologne. Donc ça devient encore plus compliqué pour les services européens de repérer des saboteurs, parce que surtout quand on rencontre un Ukrainien, on ne s'imagine pas qu'il va commettre des actes de sabotage pour la Russie. Au Royaume-Uni, il y a un cas de 6 espions bulgares qui viennent d'être jugés, qui avaient pour mission d'aller copier magnétiquement les téléphones des Ukrainiens qui s'entraînaient dans des bases de l'OTAN en Allemagne. Certains de ces Bulgares étaient des jeunes filles très jolies et très bien habillées, donc pas des rustres cachés dans une forêt, et elles ne savaient pas toutes qu'elles travaillaient pour la Russie. Donc ça devient de plus en plus un problème pour nos services de renseignement, parce qu'il y a de plus en plus de façons extrêmement détournées de commettre et des actes de sabotage et des actes de collecte de renseignements via... Raphaël Jérusalemi, vos services, les services israéliens, le Mossad, c'est sans doute un des services les plus connus au monde pour la capacité d'infiltrer des pays étrangers. Est-ce qu'il y a des secrets vraiment? Parce que tout ça paraît, quand on lit ça, ça paraît quand même un petit peu, un peu primitif. Vous disiez un peu caricatural. Est-ce qu'il y a vraiment plus de secrets? Est-ce qu'il y a un savoir-faire qui est plus précis que ça? Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les petites mains, qui peuvent être des complices locales qui sont soit payés en argent comptant, soit qui le font par idéologie, soit qu'on fait chanter pour une raison ou pour une autre, mais qui sont des petites mains et dont on sait qu'elles peuvent être facilement repérées ou détectées, qui sont sans importance. Si vous parlez d'une mission un petit peu plus sérieuse, vous aurez affaire à des gens beaucoup plus sophistiqués qui se méfieront des déplacements d'argent, des déplacements de personnes. Et si vous avez affaire à de véritables agents, si on prend le cas des Russes, si on prend le département des missions spéciales de la SSD, ces personnes-là ne vont pas dormir dans une forêt. Je peux vous assurer qu'ils peuvent descendre au Ritz sans problème s'il le faut, et qu'ils sont de parfaits caméléons, car le véritable enjeu ici, c'est d'être un caméléon, de passer effectivement inaperçu. Et aussi, je vais vous donner un exemple. J'étais une fois dans un endroit où nous savions que nous étions sous écoute, une chambre d'hôtel, avec des collègues, et quelqu'un allumait la radio très fort pour pas qu'on nous entende si jamais il y avait des micros qui nous écoutaient. Et un des chefs de la sécurité a éteint la radio. Il a dit pas du tout. Nous allons parler par allusion. Peu importe, vous devez toujours vous comporter, quoi qu'il arrive, comme s'il y avait une caméra braquée sur vous et un micro braqué sur vous. Si vous vous comportez selon ce principe-là, vous ne commettrez pas d'erreur, de bavure. Il faut toujours croire qu'on est suivi, qu'on est espionné, et pour ne pas déraper. Donc c'est très très important. Puis évidemment, avoir cet aspect caméléon, de passer un petit peu inaperçu, d'être habillé en gris, pas en rouge, hein, si vous voulez, j'exagère, comme les laitons un peu, mais c'est le cas. Donc il y a toutes les techniques possibles, imaginables, et comme je l'ai dit, c'est selon le niveau de l'opération, de la cible que l'on désire atteindre, qu'il y aura des gens qui sont plus ou moins professionnels et d'autres qui le sont moins, et dont on se fiche un petit peu s'ils se font attraper ou pas attraper, parce que ce sont des petites mains. Moi, j'ai rencontré un commando de tueurs dans ma vie, c'était à Dubaï, c'était des tueurs israéliens qui étaient venus. C'est-à-dire, ils donnent quelques dollars à des gens qui sont pas toujours très compétents, ou alors ils envoient les top gars de la SSD. Et là, je peux vous assurer qu'ils sont très difficiles à détecter. Alors Raphaël, vous faites réagir Renaud Girard, puis Sylvie Berman. Renaud. Oui, moi j'ai rencontré, j'ai fait une grande enquête dans le Figaro sur des tueurs israéliens. Effectivement, ils n'étaient pas avec des sacs à dos, l'air sale, etc. Ils étaient des jeunes hommes très propres sur eux. C'était à Dubaï. Ils étaient habillés en joueurs de tennis, avec des sacs de tennis et des très belles raquettes. Et ils ont été étouffés dans sa chambre un importateur d'armes palestinien du Hamas. Ils se sont fait prendre parce qu'ils n'ont pas eu de chance, parce que quelques heures avant,
le type du Hamas avait rencontré complètement par hasard dans la rue un de ses anciens camarades d'université, et il s'était donné rendez-vous. Et donc après, le type a été frappé sur la porte, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et on a découvert le cadavre, mais sinon on l'aurait jamais découvert. C'est comme ça que... C'était très bien dans le bureau des gens. Les Israéliens, mais les Israéliens, il faut le dire, ils ont tous été repérés par les services émiratis, mais ils ont réussi à s'exfiltrer à temps et ils n'ont pas été pris. Sylvie Berman. Oui, moi quand je suis rentrée il y a plus de 40 ans au Quai d'Orsay, on avait une journée et demie, c'était le SDEC, l'ancêtre de la DGSE, et on nous apprenait tous les trucs soviétiques. Et alors ce qui est intéressant, c'est quand on parle de radio et du bruit de la radio, on nous avait démontré que même si on mettait une radio très forte dans une salle, les soviétiques avaient la capacité d'effacer ce son et d'avoir la conversation en entier. Alors par ailleurs, c'est quand même une vraie tradition russe et soviétique, russe, parce que la police du tsar poursuivait les opposants dans les pays européens, et ensuite du temps de l'Union soviétique aussi, ça s'est poursuivi. Et bon, pour avoir vécu à Londres, qui est considéré comme un nid d'espions russes, il y a quand même eu plusieurs cas d'assassinats, dont Litvinenko, Skripal et d'autres encore pour lesquels on n'a pas su quelle était l'origine. Cher monsieur Jérusalemi, je peux dire quelque chose ? Encore, ce qu'on appelle dépoussiérer, c'est-à-dire que de temps en temps, les services viennent et passent une semaine et passent chaque pièce au crible avec des engins absolument de détection technologie et font toutes les pièces de l'ambassade pour voir si on nous a pas posé des micros, parce que effectivement il y a quand même des gens qui viennent nettoyer, ce sont des locaux souvent, etc., même s'ils sont habilités, eh bien on n'est jamais sûr de rien. Et à l'époque de Gorbatchev, quand j'étais en poste à Moscou, l'ambassade américaine qui était en construction était truffée de micros dans toutes les fondations, donc ils ont dû tout détruire et reconstruire. Pourquoi ? Parce que tous les soirs, les Marines américains laissaient rentrer de jolies jeunes femmes russes qui répondaient au KGB.